Donc, je vais vous parler de cette aventure que l'UCOL a vécue en partenariat avec la paire en septembre 2013 au cours d'un voyage au Danemark. Alors, pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire un voyage au Danemark? C'est principalement pour aller rechercher chez nos amis Vikings du Nord toute l'expérience qu'ils ont sur 30 ans d'éolien qui a commencé également par des coopératives, avec l'objectif de comprendre un petit peu mieux les enjeux sur la durée au niveau de la professionnalisation des coopératives. Ça, c'est le premier objectif du voyage. Le deuxième objectif était de partager cette aventure avec un maximum de coopératives, membres de Rescope ou d'autres personnes intéressées, d'ouvrir ça à un maximum de coopérateurs de l'UCOL et d'ailleurs. Et le troisième objectif, c'était de rediffuser cela. Donc nous avions avec nous la RTBF, l'Avenir du Luxembourg, Vivacité, qui nous ont accompagnés en tant que médias dans ce voyage, qui sont partis en bus pendant 5 jours, faire le tour du Danemark. Donc on voulait également avoir les médias avec nous pour pouvoir rediffuser ça par la suite aux personnes qui malheureusement n'ont pas pu nous accompagner. Et fort de cette expérience, on espère également pouvoir faire des recommandations sur l'expérience acquise là-haut envers les pouvoirs publics. Donc ici, dans le cadre de la présentation à la paire, je vais me concentrer sur les aspects financement, puisque c'est le thème qui est proposé aujourd'hui. Je pourrais vous parler du Danemark pendant très longtemps. Je voudrais d'abord inviter tous les Vikings qui sont ici dans la salle, parce que j'en ai reconnu quelques-uns qui étaient avec nous, à lever la main et à faire un petit coucou. Donc vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le plan du voyage. Voilà. Donc en fait, le Danemark, vous voyez sur le côté, on a commencé sur 4 points, principalement dans le nord-ouest. Ensuite, c'est la côte où il y a tout le vent et où il y a un exode des gens, un exode rural vers Copenhague. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 personnes qui partent vers Copenhague toutes les semaines. Et donc, ils ont redéveloppé une série de projets là-haut pour maintenir la population et avoir de nouveaux projets là-haut. Je vous parlerai ensuite d'un deuxième exemple qui est un cas particulier d'un port très important, puisque c'est le troisième port de pêche du Danemark, en Europe, pardon, qui se trouve dans la région de Timors, à Aalstø. Ensuite, une éolienne un peu symbolique qui a été construite en 1978 et qui tourne toujours et qui a été construite entièrement à la main par des bénévoles. C'est un symbole assez fort. Ensuite, nous sommes repartis avec le bus vers l'est, vers Aarhus, qui est la deuxième plus grosse ville du pays. Nous avons rencontré une task force du gouvernement du ministère de l'Environnement danois. Je vous partagerai un peu les enseignements là-dessus, sur les mécanismes de subsides également au Danemark. Et enfin, nous sommes allés sur la célèbre île de Samsø, qui est l'île qui est aujourd'hui plus qu'autosuffisante en électricité, puisqu'elle a plus de 140% de son électricité qui est 100% renouvelable, et ils s'attaquent actuellement également sur la mobilité. Et au niveau du chauffage, ils sont déjà à 70%. Voilà. Donc tout d'abord, la première étape dans le nord-ouest, nous sommes allés au Nordic Folkecenter. Donc il faut savoir que le Danemark, comme j'ai dit plus tôt, a commencé dans l'éolien aux périodes du choc pétrolier. Et au début avec beaucoup de coopératives et beaucoup de petites éoliennes qui ont vu le jour un peu de façon parfois anarchique. Et aujourd'hui, toutes ces petites coopératives ont parfois disparu, parce que comme ici, il y a eu des grosses éoliennes qui sont arrivées, avec des puissances, je vais dire, en 2 et 3 MW. Donc il y a eu une transition qui s'est faite dans ce cas particulier au Folkecenter, qui est devenu une transition vers un centre de formation, je dirais, et un laboratoire de test pour toutes les éoliennes de toute puissance. Donc toute l'expérience qu'ils avaient acquise, si vous voulez, dans les coopératives, et il y en avait, Dieu sait s'il y en avait beaucoup dans cette région-là, a été reconvertie tout d'abord vers un laboratoire de certification des petites éoliennes.
Et plus récemment, un développement de capacité également dans, je vais dire, un benchmark, une analyse de différentes technologies en matière de panneaux photovoltaïques et de panneaux solaires thermiques. Donc là, ils font constamment des mesures, il y a des stagiaires qui viennent d'un peu partout dans le monde faire un stage CE et partager les expériences. Donc c'est un mode de financement et une évolution. Il faut savoir qu'après les années 70, ben, dans l'histoire, il y a eu un moment où on coupait les éoliennes, je vais dire qu'assis à la tronçonneuse, parce qu'il y en avait un peu partout, que le gouvernement a fait toute une planification vers des machines de plus grosse puissance. Bon, je ne vais pas vous passer tous les détails là, parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est un modèle de reconversion intéressant, c'est pour ça que je l'ai repris aujourd'hui. Le deuxième est un cas un peu particulier. Donc, dans ce port de pêche de Harstø, il y a un peu plus de 2000 personnes qui travaillent, dont 1600 directement dans le port. Aujourd'hui, ils ont 3 éoliennes onshore, enfin nearshore, c'est-à-dire sur la plage. C'est pas la plage, sur le port. Et ils ont un projet que vous voyez assez ambitieux ici, qui est de mettre 10 éoliennes, plus une digue houlomotrice. Donc ici, c'est la vision du projet, c'est toujours pas réalisé. Donc c'est un projet qui représente un investissement quand même assez significatif, de 80 millions d'euros. Et il y avait plusieurs approches possibles. Donc on pouvait avoir une approche purement commerciale ou une approche avec un fonds communautaire pour les locaux, ou avoir une approche avec un partenariat avec la commune. Donc finalement, ce qui était requis, bon, il faut savoir que en 2009, on y reviendra plus tard, mais il y a eu une législation qui a imposé que 20% des projets soient ouverts aux riverains. Eux ont mis une limite géographique, ce qui n'est pas le cas ici en Belgique. Là, il y a une limite géographique, c'est-à-dire dans un rayon de 4,5 km. Donc comment ils ont financé ce projet? C'est d'une part une fondation, et d'autre part, les 20% ont été remis le 20% des parts de la société a été remis aux riverains directement. Donc, le mécanisme de soutien est de 80 € par mégawattheure pendant les 22 et quelques premières heures, en puissance nominale. Bon, vous imaginez que des éoliennes là-haut, elles ont un vent assez intéressant. Ici, on tourne autour de 2000-2500 équivalents heures par an en onshore. Là-haut, on a vu des records jusqu'à 5000. Il faut le savoir, sur la côte nord-ouest. Mais le mécanisme de soutien est différent de celui de la Belgique, donc vous avez les chiffres là. Il y a une première part assez importante avec un subside assez intéressant dès le départ, et puis ensuite, après ces heures-là, donc ce qui est, vu le rendement des éoliennes après 5-6 ans, une réduction à 36 €. En fait, ce financement par un fonds local a permis d'avoir des belles perspectives, à redonner de l'espoir vers les gens qui ont vu surtout aussi le développement du port et leur avenir, plutôt que d'aller rechercher du travail vers Copenhague et avoir encore un exode. Donc les éoliennes nearshore, c'est un bon compromis parce que c'est les avantages du onshore avec les avantages du offshore également. Donc voilà, c'est pas vraiment sur une plage, c'est sur un port, dans un site industriel. C'est un cas particulier, difficilement applicable dans nos régions, mais ça mérite le souligner. Ensuite, nous sommes allés voir, donc vous voyez sur la carte à droite, c'est la région où on était là, et vous voyez tous les petits points, ce sont les éoliennes. Vous voyez clairement qu'il y a une banane sur toute la partie, je veux dire, gauche du pays, où il y a une concentration d'éoliennes assez importante. Donc nous sommes allés voir Timor Énergie, qui est une coopérative de distribution d'énergie dans cette région de Tisted, et qui est même excédentaire dans sa production, puisque la conso pourrait monter jusqu'à 120 MWh en pointe, et qu'ils arrivent à alimenter en tout 41 plus 187 MW s'il y a du vent partout. Et ici, les CHP, ce sont les Central Heating Plants, donc ce sont des cogénérations, donc des centrales qui font des réseaux de chaleur en fait. Parce qu'en parallèle des éoliennes, il faut savoir que le Danemark, quand vous achetez une maison, souvent c'est pas une chaudière que vous trouvez, mais c'est des parts comme coopérateurs dans un réseau de chaleur. Même dans des régions à faible densité de population. Bon voilà, le message là-dedans, c'est que de la production à la fourniture, il n'y a pas de problème de financement particulier.
Et on n'a pas pu le voir dans le voyage où on était, mais dans un voyage préparatoire que nous avions fait avec Bruno notamment, on a pu voir également à Russe. Il y a une coopérative de distribution et d'énergie qui est gérée entièrement par une plateforme électronique où il y a si vous voulez, une bourse au kilowattheure. Vous pouvez faire votre contrat sur 1 an, 5 ans, 10 ans, selon vos demandes en tant que producteur. Et si vous avez, comme beaucoup de petits locaux, de petites coopératives ou de fermes et autres, vous pouvez vendre sur cette plateforme votre électricité. Voilà. Après, nous sommes redescendus vers Filt, où là, vous avez, dans les années 70, donc, cette construction qui s'est faite à la main par des bénévoles et d'une éolienne qui tourne encore. Elle a été faite avec de la récup, des boîtes de vitesse de bateau, des shafts de l'industrie lourde, etc. Mais c'est complètement de la récup. C'est assez impressionnant parce que ça tourne toujours. Et bon, pour l'époque, c'était la plus grosse au monde et ça a été fait entièrement à la main. Donc c'est quand même un symbole assez fort. Et c'est un peu ce rêve viking de dire, ben voilà, on en rêve, on le fait. Et à l'époque, ben voilà, ils ne se sont pas trop posé de questions, quoique pour le faire, à mon avis, ils s'en sont posés. Mais voilà, c'est vraiment la success story et un symbole fort du Danemark. Comme j'ai écrit en bas, les moyens de financement à l'époque étaient rapidement faits, mais l'intelligence collective a fait qu'ils ont réussi à le faire. Et ça vaut la peine de le voir, ça rebooste un peu tout le monde quand on voit ça. Et encore une fois, bon, après ça, il y a toujours un lien avec la formation. Donc, ce site-là fait un système en parallèle d'enseignement assez intéressant et s'est reconverti dans la formation avec des échanges internationaux également. Donc, c'est une façon pour la suite de rebondir et de continuer l'activité. Ensuite, nous sommes dirigés vers Arus, donc le port d'Arus. Nous avons rencontré la task force du ministère de l'Environnement, je l'ai dit précisément. Donc c'est une task force qui a été mise en place en 2008. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du Danemark, parce qu'on n'a pas le temps. Mais bon, voilà, je vous l'ai déjà dit, il y a 20%, il y a toute une histoire entre les coopératives des années 70, après l'évolution vers des gros mâts, et puis après les industriels qui viennent, qui font le Far West, comme on a vu ça un peu par chez nous. Puis après le gouvernement qui met 20% de participation obligatoire. Donc voilà, il y a un fonds de garantie qui existe qui permet de financer le permis. Il y a un trust fund pour les municipalités au cas où les 20% ne sont pas pris par des riverains. Et les promoteurs payent une taxe de 11 000 € par mégawattheure installée dans un fonds pour financer d'autres projets. Je pense que c'est important de connaître ces éléments-là pour comparer notre situation à leur situation. Évidemment, comme chez nous, l'appropriation de l'outil de production fait que la perception des nuisances est différente. C'est une généralité, je pense, dans les projets. S'ils nous appartiennent un peu plus, c'est déjà moins problématique. Donc il y a eu énormément d'évolutions, on peut en parler offline. Mais voilà. Enfin, la dernière étape, c'était la visite de l'Energy Academy, qui est également une vitrine, je dirais, au niveau mondial. Il y a des gens du Japon qui viennent voir ça. Sur l'île de Samsø, qui est une île à 100% électricité renouvelable, qui est même excédentaire. Ça a commencé en 97 avec la fermeture, bon, ils avaient une industrie dans les abattoirs qui était assez active là-haut, qui a fermé, et qui a créé également un problème d'exode rural. Donc en même temps, dans le cadre de Kyoto, il y a un ministre qui est revenu là et qui a lancé un concours au niveau du Danemark. Certaines personnes sur l'île de Samsø ont relevé le défi avec la théorie qu'ils appellent la théorie de la tasse de café. Ils ont fait énormément de réunions, ils ont rencontré énormément de gens. Ils sont lancés dans le challenge et avec un master plan assez bien fait, des gens qui ont suivi ça de façon intensive, ils ont remporté le concours avec pour résultat 11 éoliennes onshore de 1,1 MW financées par les riverains et 10 éoliennes offshore, dont 5 de la commune, 3 agriculteurs locaux et 2 privés. Donc des investissements également significatifs, également 50 installations de photovoltaïque et plusieurs CHP. L'ambition qu'ils se sont fixée, c'est d'être 100% fossil free d'ici 2030. Bon, il y a encore des choses à faire. Ils ont leur première quelques voitures électriques, ils n'en ont pas encore des masses. Les CHP leur font 70% du chauffage. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, ils sont mis 100% sur l'électricité, ils y sont arrivés largement. Voilà, j'ai fini. Je pense